Bonjour et bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la fabrication nouvelle génération. C'est un monde fascinant où la frontière entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue, créant un point de rencontre, un véritable nexus d'innovation qui est en train de tout changer. Et ça nous amène à une question vraiment fondamentale qui va être au centre de notre analyse. En cherchant à tout optimiser, est-ce qu'on est juste en train de construire de meilleures machines ou est-ce qu'on ne serait pas en train de transformer l'humain lui-même? C'est cette interrogation qui va nous guider. Alors, voilà notre programme. On va d'abord poser les bases avec la 4e révolution industrielle. Puis, on verra la montée en puissance des machines. Ensuite, on se demandera pourquoi l'humain reste crucial, avant d'attaquer le cœur du sujet, ce fameux nexus humain-machine. Et on terminera en se projetant sur la manière de fabriquer l'avenir. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, la 4e révolution industrielle. C'est vraiment le décor actuel, le nouveau plan de jeu qui redessine complètement l'industrie d'aujourd'hui. Alors, l'industrie 4.0, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement la fusion entre le monde physique de la production et l'univers numérique. Imaginez des usines hyper connectées, des usines intelligentes où chaque machine communique, où les données fusent en temps réel pour rendre chaque étape plus efficace, de la conception jusqu'à la livraison finale. Et les moteurs de cette révolution, les voilà. On a l'intelligence artificielle qui vient optimiser tous les processus, la robotique pour plus de précision, l'Internet des objets qui permet à toutes les machines de discuter entre elles, et bien sûr la réalité augmentée et virtuelle qui sont en train de révolutionner la formation et même la conception. Ok, passons à la deuxième partie pour voir concrètement ce que ça donne. On parle ici de l'essor des machines, mais attention, pas n'importe lesquelles. On parle de machines qui sont conçues pour la puissance et la précision, oui, mais surtout pour le partenariat avec l'humain. Et les avantages y sont évidents. Grâce au capteur de l'Internet des objets, on peut faire de la maintenance prédictive, ce qui veut dire moins de pannes et moins de temps d'arrêt. L'automatisation, elle, augmente la vitesse et la qualité. Au final, on se retrouve avec une industrie beaucoup plus agile, plus efficace et donc plus compétitive. Un des exemples les plus spectaculaires, c'est l'arrivée des exosquelettes. Là, c'est incroyable. Le robot n'est plus à côté de l'humain, il est sur l'humain. Ces structures sont vraiment conçues pour augmenter nos propres capacités physiques, pour nous permettre de soulever des charges plus lourdes ou de travailler plus longtemps en se fatiguant beaucoup moins. Et là, forcément, ça soulève une question éthique fondamentale. Si un opérateur porte un exosquelette qui lui permet de travailler presque sans s'arrêter, où est la limite ? Cette technologie qui est pensée pour aider ne pourrait-elle pas nous pousser à exiger une productivité quasi surhumaine en oubliant qu'il y a une personne à l'intérieur de l'équipement ? Ce qui nous amène tout droit à notre 3e point, qui se concentre sur l'élément le plus complexe, mais aussi le plus important de l'équation, le facteur humain. Et on va voir qu'il est loin d'être un défaut, c'est même une qualité essentielle. Cette phrase, elle est capitale. Dans un monde de plus en plus automatisé, on pourrait croire que l'erreur humaine, c'est un bug qu'il faut absolument éliminer. Mais en réalité, la créativité, l'intuition, la capacité d'adaptation, tout ça, ce sont des qualités que les machines n'ont pas. Les rôles évoluent, c'est sûr, mais ils ne disparaissent pas. Et là, on touche à un paradoxe qui est assez fascinant. Même les experts, les plus expérimentés, ceux qui sont absolument sûrs d'eux, peuvent commettre des erreurs sans même s'en apercevoir. Leurs gestes sont tellement devenus des automatismes que la petite erreur, elle, devient complètement invisible à leurs propres yeux. Pour bien comprendre ça, il y a un modèle qui est très parlant, et c'est le cadre SKR, pour Skills, Rules, Knowledge, ou compétences, règles, connaissances. Les experts, la plupart du temps, ils fonctionnent au niveau compétences. C'est une sorte de pilote automatique mental. C'est super efficace pour les tâches de routine. Le problème, quand une erreur se produit à ce niveau, elle est souvent inconsciente. Le cerveau ne tire pas la sonnette d'alarme, et du coup, trouver la cause de l'erreur devient un vrai casse-tête. Allez, on arrive maintenant au cœur du sujet, au fameux point de rencontre. Le nexus humain-machine. C'est vraiment là que la collaboration prend tout son sens et que les frontières commencent à s'effacer pour de bon. Et l'évolution est juste spectaculaire. Avant, on avait des robots traditionnels enfermés dans des cages qui faisaient des tâches hyper répétitives. Aujourd'hui, on a des cobots, des robots collaboratifs qui sont conçus pour travailler main dans la main avec nous dans le même espace. C'est un changement total de philosophie. On passe de la séparation à la collaboration directe. Et ce qui est fou, c'est que cette nouvelle façon de travailler change même notre façon d'apprendre. Des études montrent que la formation réalité augmentée immersive est tout aussi efficace que la formation classique en face à face. L'avantage est énorme. On peut former des gens à des tâches très complexes, parfois même dangereuses, dans un environnement virtuel totalement sûr. Zéro risque ni pour la personne, ni pour le matériel. Évidemment, qui dit collaboration dit nouveau risque. Alors, comment on les gère ? Une méthode très visuelle, c'est l'analyse en nœuds papillons. Regardez. À gauche, vous avez les menaces, par exemple un mouvement imprévu du robot. À droite, les conséquences possibles, comme une blessure
Et au centre, le nœud, ce sont toutes les barrières de contrôle qu'on met en place. Celles pour empêcher que l'incident arrive et celles pour en limiter les dégâts si jamais il se produit. Tout ça nous amène logiquement à notre dernière partie. Maintenant qu'on a ce nexus, cette collaboration, comment on fait pour que ça marche? Il faut de nouvelles règles, c'est sûr, pas seulement pour la sécurité, mais pour toute la culture de l'entreprise. Pour ça, l'échelle de Hudson est un excellent guide. C'est une sorte de feuille de route. Une organisation peut être pathologique où en gros personne ne se soucie des règles, ou bien réactive où on agit seulement après un accident. Le but, c'est d'arriver tout en haut au niveau génératif, là où la sécurité n'est plus une contrainte, mais juste la façon normale et naturelle de travailler. Et la clé absolue pour y arriver, c'est ce qu'on appelle la culture juste. L'idée est assez simple mais puissante. Si quelqu'un fait une erreur sans le vouloir, on ne va pas le blâmer. On va plutôt chercher à comprendre pourquoi le système a permis à cette erreur de se produire. Ça encourage tout le monde à signaler les problèmes sans avoir peur, et c'est comme ça que toute l'organisation peut apprendre et devenir meilleure. On termine donc avec cette question pour réfléchir un peu. Dans ce futur qu'on est en train de construire, où les machines deviennent de plus en plus compétentes, quelles sont les qualités purement humaines qui au final deviennent plus précieuses que jamais? La créativité, l'intelligence émotionnelle, l'esprit critique? C'est peut-être là, finalement, que se trouve la réponse à notre toute première question. On ne fabrique pas seulement de meilleures machines, on est surtout en train de redécouvrir ce qui fait la valeur de notre humanité.